Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette conférence Saloon organisée par Batka. Donc, je vais vous faire un petit pitch sur le chat. N'hésitez pas à utiliser donc la fonction converser. Vous pourrez basculer de conférencier à conférencier et participant, comme ça tout le monde peut voir. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser là pour me dire si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Et vous avez également l'onglet donc questions et réponses ou Q&A en fonction de ce que vous utilisez comme application. Dessus, vous pourrez poser vos questions, voter pour celles qui vous intéressent le plus et même les commenter pour compléter si vous voulez des questions déjà posées. Vous voyez qu'il y a donc l'organisation là qui commence à vous envoyer des petites consignes dans le chat. N'hésitez pas à faire de même. Et je vais maintenant appeler donc Mathilde et Manuel à venir me rejoindre. Donc, je vous invite à mettre votre micro et votre webcam. Bonjour à tous les deux et je vous souhaite une bonne Bonjour, conférence. Bonjour merci. Benoît, merci beaucoup. Eh bien, je suis ravi d'accueillir Mathilde pour cette conférence. Mathilde, comme vous le savez, est DRH du groupe Mazars, DRH France, depuis maintenant quelques semaines. Elle a eu un parcours absolument exemplaire et plutôt que de raconter son parcours, je lui ai proposé plutôt de nous l'exposer avec une particularité, je trouve, c'est que c'est pas une RH native, mais c'est plutôt en tout cas un parcours opérationnel d'abord qui l'a mené vers les RH. Mathilde, je te passe la parole pour te présenter. Merci beaucoup, Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler innovation RH, puisqu'en fait, c'est déjà par cela que j'ai commencé avant d'être DRH. Alors, pour mon parcours, j'ai commencé chez Mazars en tant qu'auditrice financière, donc c'est par la finance, puisque suite à mon école de commerce, parcours assez classique, j'ai commencé les années en cabinet et je me suis retrouvée propulsée dans le métier des RH déjà par très, très fort attachement à mon entreprise. Et donc, en fait, j'avais envie de changer de métier, mais j'avais surtout pas envie de la quitter. J'avais envie de contribuer à son développement, à faire en sorte que Mazars soit toujours et reste et soit demain une belle entreprise. Et du coup, contribuer à travailler dans les RH, pour moi, ça prenait tout son sens. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je fais des ressources humaines. J'ai commencé principalement par le développement des talents, puis l'innovation RH que j'ai montée il y a maintenant ça commence à monter depuis 6 ans, 7 ans même. Après, je me suis occupée du recrutement, de la marque employeur. Et donc, effectivement, depuis quelques semaines, j'ai la chance de pouvoir m'occuper de l'ensemble de la stratégie en tant que DRH. Et alors, juste sur ce parcours, c'était pas prévu, mais je lui pose la question, comment on vient à l'innovation RH? Comment c'est venu? C'est une création de poste parce que c'est pas un poste très courant dans les entreprises. Surtout pas en 2014, parce que moi j'ai été nommée en charge de l'innovation RH en 2014, donc je peux rassurer que ça n'existait pas, parce que du coup quand je me suis renseignée, je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on met dedans, et on m'a regardé en mode tu mets ce que tu veux. Donc ça d'ailleurs c'était très chouette parce qu'au-delà d'une création de poste, il y a vraiment aussi la création d'un métier au sein de la RH. En fait, on a senti, et notamment par les attentes de nos collaborateurs, besoin d'une fonction clairement orienté vers l'avenir, le futur, comment on anticipe les changements sociétaux, comment on construit l'avenir et le futur du travail. Et donc, en fait, derrière innovation RH, on s'est dit, on veut apporter de l'innovation dans l'organisation, mais de l'innovation organisationnelle, c'est-à-dire pas forcément outils technologiques en support à nos métiers, mais un mindset, un état d'esprit, une posture différente pour encourager la transformation. Et on a appelé ça innovation RH. Et c'était à la fois conduire, on reviendra dessus, mais vraiment conduire la transformation de l'organisation et puis aussi transformer la fonction RH pour qu'elle soit exemplaire en tant que leader de la transformation. Si on veut être crédible pour mener cette transformation, faut-il encore s'être transformé soi-même. Donc c'était ce double défi. Et alors, dans ce poste-là, si tu as une fierté sur les 6 ans que tu as passés, qui te vient à l'esprit, j'ai envie de dire presque naturellement? Une des fiertés, il y en a, honnêtement, fierté, je ne sais pas, mais des zones de satisfaction, on a beaucoup.
Je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on a créé avec notre écosystème de start-up qui s'appelle la HR Family, parce que c'est au-delà de travailler avec des start-up, c'est vraiment un parti pris sur la façon de co-construire le métier de la RH avec un écosystème interne-externe. Ça, j'y crois beaucoup. Et aujourd'hui, on a plus de 23 startups qui nous accompagnent au quotidien. Et c'est vraiment des partenaires de jeu. Je pense pouvoir parler en leur nom et dire qu'on a une relation très particulière. C'est pas une relation client-fournisseur, mais vraiment, on partage des convictions et on a envie de transformer le métier de RH. Donc au-delà de travailler ensemble, on fait aussi plein d'événements, plein de prises de parole. Enfin, voilà, on a envie d'avoir une voix et de porter cette voix collectivement. Entendu. Merci Mathilde. Première grande question, c'est quoi pour toi, Mathilde, la définition du métier, du rôle que tu conçois en tant que DRH? Il y en a tellement. Déjà, en tant que DRH, je pense que ma mission, c'est de conduire et d'accompagner la transformation de mon organisation, tout en étant la gardienne du temple des valeurs qu'on souhaite porter et donc incarner. Et que c'est pas parce que on veut se développer, que bien sûr une organisation veut être rentable, qu'on ne peut pas faire converger à la fois nos enjeux sociétaux et business. Et je dirais que pour moi, plus que jamais, le rôle de DRH aujourd'hui, c'est de pouvoir driver ces deux objectifs et de les faire converger pour que tout le monde soit aligné. D'accord. Même si j'imagine que c'est pas toujours simple. Non. Non, c'est pas toujours simple parce qu'encore une fois, par exemple, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses autour du capital humain, centré sur l'humain. Le rapport à l'humain est un temps long, le rapport business est de plus en plus court. Donc parfois, on a des décisions à prendre, mais moi, je suis convaincue qu'on peut toujours faire converger les deux. C'est dans la manière de communiquer, de responsabiliser ses collaborateurs, etc. Enfin, c'est un tout. Et donc, mais c'est une discipline et c'est, je dirais, vraiment gardienne du temps parce que je pense qu'à tout moment, on peut s'en rendre compte, s'oublier ou faire un faux pas et il faut quelqu'un pour dire attention, là on n'est pas aligné, on se remet dans le bon chemin, on peut prendre ces décisions-là, mais tout en étant aussi garant de s'occuper de nos équipes. En tous les cas, moi, c'est ce rôle-là notamment qui me plaît beaucoup aujourd'hui. Oui. Et alors, quand on avait préparé cette interview, tu m'avais parlé aussi du rôle de l'organisation et de la protection. Oui. Alors, j'avais trouvé ça assez intéressant. Protection, alors tu vois, on fait des répètes, mais moi, à chaque fois, je vais dire des choses différentes. Non pas que, mais il y a tellement de choses à partager. Oui, protection, même si je pense que les risques ont évolué, c'est ce dont on parlait. Et d'ailleurs, la fonction RH a toujours été vue comme l'organisation qui protège, notamment vis-à-vis du droit du travail, des obligations qu'ont les entreprises. Donc, il y a bien sûr la protéger des risques, protéger les collaborateurs aussi, mais mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux risques qui ont émergé. On parlait par exemple des risques d'irréputation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un véritable enjeu en tant que DRH d'être dans l'anticipation et préserver l'entreprise des risques de réputation sur sa marque employeur notamment. Donc, c'est la gestion de crise, mais sur des aspects humains. Ça, c'est un véritable enjeu. Et puis effectivement, je dirais la protéger au sens politique RSE aussi du terme. Je pense qu'effectivement, moi, je me vois souvent comme quelqu'un qui prend soin. D'abord, j'aime prendre soin des gens et des équipes, des talents qui font à notre organisation. Et donc, au-delà de protéger l'organisation, c'est aussi protéger chacun et chacune de nos collaborateurs et collaboratrices, qui permet aussi de faire de Mazars, on y œuvre tous les jours une organisation responsable et responsable d'abord vis-à-vis de ses collaborateurs. Ouais. Et alors, toujours dans la préparation, tu m'avais utilisé un terme qui m'avait beaucoup plu. Tu m'avais dit je suis un pirate constructif. Oui, parce que je pense que il faut que tu développes parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. Non, normalement, et notamment
orienter vers l'avenir. Je pense que parfois, pour le bien d'un collectif, d'une organisation, faut savoir lui dire que ça ne va pas. Là, les chemins qu'on prend ne sont pas les bons. Et j'ai cette chance aujourd'hui, je pense que c'est clairement ce qu'on attend de moi et ce qui était dans le cadre de l'innovation déjà, c'est de se dire en fait, avoir ce discours transparent, franc, constructif bien évidemment, de dire non mais là on se plante, là c'est pas comme ça qu'il faut faire, la culture managériale ça va pas, aujourd'hui on peut pas se comporter comme ci ou comme ça. C'est vrai qu'en plus, si je prends l'exemple de Mazars, alors c'est très propre à notre organisation, mais on a vraiment différentes générations qui se côtoient. On a énormément de jeunes, on est connu pour notre maîtrise, en tout cas connaissance des nouvelles générations, puisque c'est plus de 90% de nos effectifs. Et pour autant, les gens qui ont la manette aujourd'hui, en tout cas le top management, c'est plutôt les générations aînées qui ont passé leur vie chez Mazars et qui parfois peuvent avoir un regard différent et peut-être une difficulté à lâcher prise sur ce qu'ils ont connu par le passé, les fameux, je dirais, codes qu'on connaît, qu'on vit lorsqu'on devient un professionnel aguerri et qui sont amenés à changer en fait avec le monde qui change. Et donc, mon rôle aujourd'hui, quelque part, c'est vraiment être la voix plutôt de l'ensemble des collaborateurs vis-à-vis de cette direction, en disant voilà ce qu'ils veulent, voilà aujourd'hui ce qu'ils attendent. Alors, c'est pas dire voilà toujours oui à tout, mais en tout cas, essayer de faire la traduction. Je pense que je me vois un peu comme une traductrice entre générations et dire voilà, ça vous le faites ainsi, c'est interprété de cette manière-là et pour autant c'est ça qui est attendu. Et je pense aussi quand je dis c'est une fonction qui est tournée vers l'avenir, c'est une vraie responsabilité d'aller chercher à l'extérieur, d'être ouvert, de voir ce qui se passe et de le ramener à l'intérieur. Si le DRH ne le fait pas, on ne permet pas à l'entreprise d'être ouverte sur le monde qui l'entoure. Et je pense que ça, c'est vraiment du rôle du DRH parce qu'il doit aller sonder ses attentes sociétales, ses changements. Et donc, je passe beaucoup de temps, c'est vrai aussi, à l'extérieur pour voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres industries, dans d'autres organisations, d'échanger avec des pairs et le ramener ensuite en interne pour dire, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, on se trompe. Là, il faut aller dans cette direction, etc. Merci Mathilde. Alors, qu'est-ce qui t'anime dans ton métier de DRH? Alors, je vais quand même te donner la voix parce que tu m'as parlé de complexité. Ouais. Alors moi, j'ai toujours aimé plus c'est le bordel, plus je trouve ça assez satisfaisant de ce chaos quelque part d'en construire quelque chose. Et en fait, je trouve qu'on a la chance de vivre, alors c'est pas la seule profession, il y en a plein d'autres, mais c'est une profession en plein chamboulement, en pleine transformation. On en parlera, mais avec des techniques de marketing, les nouvelles technologies, les nouvelles attentes sociétales. Je trouve que c'est un métier, on sait qui est fortement aujourd'hui changé, disrupté par des nouveaux acteurs et qu'il sera demain. Et donc, je trouve ça assez excitant de me dire que je peux contribuer, en tout cas à mon échelle, mais de participer à la construction du rôle que j'ai envie de donner aussi à la fonction. Ça, c'est extrêmement chouette. Et je pense que on parle souvent de la quête de sens des jeunes, la quête de sens de tout le monde, moi aussi je suis en quête de sens. Et en fait, le fait de pouvoir quelque part mettre en œuvre une image que j'ai du métier que je veux, la fonction que je veux servir, en me disant je peux être alignée et y mettre ma patte, je pense que ça, c'est clairement facteur de sens parce qu'on peut laisser un peu une part de soi-même dans la façon même de voir le métier. Donc ça, déjà, je trouve ça extrêmement excitant. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et en fait, tous les possibles, il faut énormément tester, expérimenter. Alors, il y a des choses qui ne marchent pas, mais moi, c'est vraiment cette démarche d'expérimentation et de transformation que j'aime beaucoup. Il faut amener un collectif avec soi, il faut partager une vision, défendre un storytelling. Enfin, voilà, tout ça, je pense que c'est des choses que j'aime beaucoup. Et donc, je pense qu'il y a aussi une notion de timing qui fait que, faire des ressources humaines en 2021, c'est extrêmement challenging, mais extrêmement excitant. Oui. Pardon, je t'ai coupé, Mathilde. Non. Et alors, tu me parlais aussi de la richesse du métier. Et tu me citais d'ailleurs que dans le métier de DRH aujourd'hui, il y a du marketing, il y a de la finance, et que cette diversité crée vraiment une grande richesse pour le métier.
Oui, parce que, peut-être aussi parce que n'étant pas RH de formation, je vais être très transparente, je ne me suis pas assise sur un asset extrêmement juridique, ce n'était pas du tout ma formation. Et je suis allée déjà dans des dimensions que je maîtrisais plus naturellement de par mon passé. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des métiers les plus complets. Enfin, quand j'explique ce que je fais au quotidien ou les thématiques, je fais du marketing parce que je pense qu'aujourd'hui, alors marketing au sens extrêmement positif du terme, souvent on me dit marketing, c'est quoi? C'est les paillettes? Non, c'est la façon même de conduire une politique RH en fonction d'une cible, une segmentation. Il faut segmenter aujourd'hui, je pense, ces cibles. D'ailleurs, on a plusieurs cibles dans son organisation. Moi, je parle beaucoup de clients, de prospects, de clients. Voilà. Il faut capter ces publics. Donc, on va retrouver vraiment des démarches de marketing et je trouve ça extrêmement intéressant. L'inbound marketing, les techniques, les ROI, les KPIs aussi de tout ce qu'on met en place, tous les outils. On a un CRM candidat. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se transposent et en même temps, c'est extrêmement créatif. Aujourd'hui, en communication, notamment en marque employeur, pour être attractif, faire le buzz, il faut être créatif. C'est un métier devenu extrêmement créatif. Il y a bien évidemment beaucoup de psychologie. Enfin, moi, je trouve, quand on aborde aussi le capital humain, comment les programmes de développement de talent, il faut connaître ces cibles, il faut s'intéresser à la sociologie, à vraiment ce qui fait les êtres humains, leur ressort en termes de motivation, d'engagement. Donc, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Bien sûr, on a aussi une grande part, bien évidemment, juridique et sociale, et puis la finance, parce qu'aujourd'hui, je pense, il faut savoir parler chiffres quand on est un DRH pour pouvoir pousser ses projets, parce que justement, on peut souvent nous reprocher ou en tout cas nous opposer de oui, mais vous les trucs. Tout ce qui est humain, RH, people, c'est pas tangible en fait. Comment on justifie des investissements dans les programmes bien-être, qualité de vie au travail, engagement? Comment on suit ça? Et en fait, on se rend compte qu'on parle en face avec des financiers, des dirigeants, des financiers, des directeurs financiers. Il faut se défendre, il faut aller se battre pour ses budgets. Et donc, c'est très important de maîtriser aussi ces notions-là pour dire que voilà, c'est pas par pure utopie. Voilà, je le fais pas juste parce que j'ai envie de faire que les gens soient bien et dans mon organisation. Je pense que bien évidemment, ça contribue aussi à la performance de l'entreprise. C'est là où il ne faut pas l'oublier. Et je pense que c'est pas mal de dire voilà, je pense d'abord et aussi, enfin d'abord, en tout cas avant tout, bien sûr, à l'efficience de mon organisation, mais ça ne m'empêche pas, bien au contraire, d'avoir aussi un alignement dans la manière de faire de la politique RH orientée autour de l'humain. Parce que je suis convaincue que si les collaborateurs et collaboratrices sont épanouis et engagés, ben, ça fait une organisation beaucoup plus efficiente. Ça, j'en suis convaincue. Donc, ça me permet d'aligner les deux. Voilà. Alors, dans ce que tu viens de dire, hein, des choses, en tout cas des convictions qu'on partage, c'est que avec toi, c'est que les RH doivent vraiment prendre le pouvoir et que pour ça, effectivement, ils doivent suivre un certain nombre d'indicateurs et notamment des indicateurs financiers pour être évidemment que l'entreprise soit encore plus performante et que c'est absolument pas une différence, en tout cas, entre on peut avoir des indicateurs et à la fois du sens, donner du sens aux collaborateurs. Je trouve que tu as une vision très enthousiasmante et très optimiste des RH. Et ça c'est vraiment formidable. Et alors, ma question suivante, c'est comment on devient justement un vrai partenaire RH, un vrai partenaire des dirigeants? Alors moi, ça m'a aidé. Je ne dis pas c'est une condition, on va dire, indispensable, mais c'est vrai que passer par les métiers, en fait, je me suis rendu compte que ce qui fait d'abord la crédibilité dans le dialogue, c'est de bien comprendre les gens à qui on s'adresse. Et donc, il faut bien comprendre les métiers. Ce que je constate, c'est que nous, on fait des métiers, peut-être que pour certains, ça semble simple. Si on n'a pas eu un passage terrain, d'ailleurs, j'envoie moi mes équipes, on vit ma vie sur le terrain, etc., pour voir ce que c'est le quotidien, pour parler le même langage. En fait, je pense que c'est une des choses d'ailleurs qui m'a le plus marqué quand j'ai changé de carrière et que je suis arrivée dans les RH. Moi, je suis arrivée pleine de conviction et parti pris de faire des RH, c'est aimer s'occuper des gens. Forcément, c'est une fonction qui est bien vue puisqu'on est là pour prendre soin des gens. Et, bon, j'ai vite compris ce que c'était le RH bashing. Et en fait, j'ai été très choquée
d'entendre le nombre de fois « Ah, je sais pas toi, mais moi, dans ma boîte, les RH ne s'intéressent pas à nous, les RH ne comprennent rien à ce qu'on fait, les RH, c'est n'importe quoi. » Voilà, on ne les voit jamais, c'est dans leur tour d'ivoire, etc. Et en fait, moi, j'avais tellement pas envie d'être assimilée à ça. Et puis, je venais du terrain. Donc, en fait, moi, je connaissais et je l'ai connu chez Mazars. Hein. Moi, je connaissais plein de gens. J'avais des équipes. Je pense que j'étais plutôt dépeinte comme très sociable, etc. Du jour au lendemain, où j'ai changé de métier, les gens ne s'asseyaient pas à côté de moi à la cantine en mode attention, là, les RH, quoi. Ou quand j'appelais les gens, on me disait ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Rien, j'appelle pour prendre des nouvelles, pour te proposer un nouveau projet. Là, je me suis dit, en fait, moi-même, je vais pas pouvoir m'épanouir. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai commencé à mener les sujets de transformation. En fait, c'était prétexte au début, en toute honnêteté, hein, à travailler avec des gens, en fait. Je me sentais extrêmement seule dans la fonction. Et du coup, mener des projets de transformation avec des opérationnels, qui, avec le recul, est la meilleure façon de conduire le changement, c'est évident. Et sur le moment, il y avait aussi cette volonté d'être connecté au terrain, aux gens, pour me sentir beaucoup moins seule. Et donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidée parce que quand j'adresse quelque chose, quand je leur parle, ça m'a aidé à trouver les bons mots, les situations, les faits que c'est un constat. On me dit jamais tu es à côté de la plaque. Mais d'ailleurs, souvent, ah, tu as vécu ce qu'on a vécu. Donc voilà, et je me mets encore volontairement à leur place. C'est-à-dire que j'essaye de me dire qu'est-ce qui me dérangeait. Et c'est ma mission, c'est de le changer. J'ai changé de côté. Donc, en fait, quelque part, tout ce qui m'agaçait, tout ce qui me crispait, je dois être là pour essayer de changer les choses. Donc, c'est sûr que, voilà, ça, clairement, ça a crédibilisé. Je sais de quoi on parle. Je sais comment l'organisation fonctionne. Après, il y a aussi le fait que ça fait 15 ans. Et ça me fait rire parce que combien de fois on me dit oh, au bout de 15 ans, tu es toujours dans la même orga, mais il faut que tu bouges, en fait. Hein. Et alors, en 2021, on n'arrête pas de dire les jeunes, ouais, ces jeunes, ils sont plus fidèles à l'organisation. Bah, à contrario, quand moi je dis que Mathilde, en t'entendant, la génération Z doit sauter de son siège. Mais 15 oui, ans dans une même entreprise. Mais à contrario, quand moi je dis ça fait 15 ans, on me dit oh là là, non mais il faut penser à bouger quoi. Mais moi j'adore. Alors, quand on aime, on ne compte pas, on va dire. Mais surtout, il y a un moment, il faut savoir le temps au temps. Je pense que ces 15 ans, le fait d'être passé par l'ensemble des fonctions RH, avoir eu ces années de fonction terrain, ben, je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi d'être en échange permanent avec la direction, enfin, d'être un membre à part entière dans les échanges extrêmement business, stratégiques aussi pour travailler à la vision de Mazars et préparer l'avenir. Il y a cette crédibilité-là que j'ai acquise au fur et à mesure. Et encore une fois, il faut laisser parfois le temps au temps pour maturer, tout bien connaître, comprendre. On ne comprend pas une organisation de 4000 personnes, je pense, en 2 ans, même si on est extrêmement brillant. Je pense pour connaître tous les rouages, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui aide aussi à être placé au bon niveau, parce que de fait, ça nous rend crédibles et légitimes, je pense. Alors, je t'avais posé, là aussi dans la préparation, des problématiques, défis et enjeux. Et alors, comme on est tenu un peu par le temps quand même, je vais te proposer en tout cas peut-être d'en développer 2 en particulier que j'ai trouvé intéressants. Tu m'avais dit, on a un gros enjeu sur le recrutement de jeunes diplômés, notamment, et on doit vivre en avance de phase la transformation générationnelle. Tu peux développer un tout petit peu cet élément-là? Oui. Effectivement, juste peut-être pour donner quelques chiffres, pour bien que peut-être on se rende bien compte, mais sur 4000 collabs, alors on est 23 000 salariés dans le monde. Si je prends que la France, on est 4000. La moyenne d'âge est de 29 ans sur 4000 collaborateurs et plus de 90% de nos effectifs sont issus des générations dites Y, enfin Z maintenant, qui sont ceux qu'on recrute. Et en fait, c'est notre majorité, c'est-à-dire que quand je parle avec des homologues, ils se disent « Ah oui, les jeunes, c'est en train d'arriver ». Non, mais nous, ça représente la grande majorité et ça fait déjà presque bien 10 ans. Hein. Enfin, je veux dire, et encore avant, parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle génération. Mais le sujet de la génération Y, pour nous, c'était il y a 8 ans. C'est le sujet d'hier. Maintenant, les milléniaux, c'est passé, on est dans les Z, on va être dans la prochaine génération. Et donc, en fait, quelque part, on vit en avance de phase
ce que vont vivre les autres organisations, parce que pour beaucoup d'organisations, le jour où ces générations qui arrivent sur le marché du travail représenteront la majorité des actifs de l'organisation, ça sera dans bien plus longtemps. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que c'est une vraie chance parce que déjà, c'est hyper enthousiasmant de toujours travailler dans l'anticipation, la découverte, beaucoup de prospectives en fait. On fait beaucoup d'études pour connaître les nouvelles attentes. Je ne peux pas me retourner et me dire qu'est-ce qui a marché chez les autres en fait. Parce que c'est plutôt le contraire. C'est les gens qui viennent nous voir en disant mais qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez ce volume extrêmement important qui vient vraiment rechallenger le dialogue. Hein. C'est-à-dire que quand c'est une majorité de collaborateurs qui disent non mais ça c'est old school, ça c'était la vie d'avant, en 2021 c'est ça, on a le rapport de force et on sait dans quel sens il est. Donc ça nous nécessite que nous on se remette systématiquement qu'on se remette en cause, qu'on cherche, qu'on fasse beaucoup d'études de prospectives et qu'on teste des choses parce que on ne peut pas trop s'appuyer sur des benchmarks, mais du coup ça nous permet d'être très créatif et de tester. Donc moi je trouve c'est un de nos enjeux, je trouve ça hyper intéressant. C'est top. Autre question, alors ça sera quoi pour toi le DRH en 2025? Le bon DRH, bien entendu. Ouais, alors déjà DRH. 2025, franchement, c'est demain. Hein. C'est demain. Donc là, je me dis qu'est-ce que je dois faire? J'ai tellement de choses à faire pour 2025. Le DRH, il sera très agile. Je pense très agile. Alors, agile dans sa façon de faire, de piloter lui-même ses équipes. Hein. Travailler hybride, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour soi. Et je pense que si on a un rôle on doit développer l'agilité dans les organisations, la flexibilité dans la manière d'organiser le travail, l'agilité dans la manière de conduire nos business, hein, parce que c'est disrupté aujourd'hui très, très vite. Il faut vraiment être toujours sur le gué. Donc, un DRH très agile et qui doit prendre des risques. C'est peut-être le sujet. C'est-à-dire que pendant des années, le DRH devant être garant des règles, des lois, la loi du travail, c'est sûr que ça ne développe pas un naturel à prendre des risques. Voilà. Et je pense que c'est un des sujets. En tout cas, une capacité à prendre des risques qui est évidemment plus faible probablement que dans d'autres métiers. Que d'autres métiers. Ce n'est pas le seul. Hein. Puis alors moi, dans un cabinet de commissariat, d'audit et de conseil financier, je vais prendre des risques. Il y a peu de gens quand même très risques adverses, mais voilà. Et je pense que ça a des enjeux parce que pour se transformer, et conduire, dessiner l'avenir. Hein. Je pense que là, on parle à la sortie de crise, je sais qu'on y reviendra tout à l'heure, Manuel, mais on parle du futur du travail, mais ce n'est pas dans 10 ans, là, c'est dans 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut être créatif, il faut faire des paris, il faut prendre des risques. Et 2025, le DH 2025, il doit clairement orchestrer cette transformation plus que jamais. C'est ce que demandent nos collaborateurs, mais je pense que c'est ce que demandent les Français. Et je vous invite, je fais juste, 2 petites minutes, mais on vient chez Mazars de sortir une enquête sur l'entreprise vue par les Français à la sortie de crise. Et l'enjeu numéro 1, c'est la transformation du travail et la culture managériale. L'enjeu numéro 1 dit par les Français. On voit bien qu'il y a une véritable attente sociétale sur comment on organise le travail aujourd'hui, comment il est managé. Et on parle de travail hybride, mais c'est tous les aspects autres, c'est la flexibilité, c'est les contrats de travail. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire en la matière. Alors, du coup, je rebondis sur ça fait parfaitement la transition, Mathilde. Sur un sujet, tu m'avais parlé, et j'aimerais bien avoir ton regard sur le télétravail. Parce que j'avais trouvé ça très intéressant. Je ne sais plus ce que j'ai dit, j'espère que je vais redire la même. Mais je te le dirai parce que moi, je me souviens. Non, alors le sujet, tu m'avais dit, alors, je vais te mettre sur la voie quand même. Tu m'avais dit que le problème, ce n'était pas le télétravail. Ah oui, c'est le management. Non, moi, le télétravail, je trouve ça super. Bon, même si là, il y en a clairement un ras-le-bol. Hein. Je pense qu'on en a eu tellement trop et ça, c'est normal. On est toujours dans les excès. Hein. Avant, on avait beau dire, globalement, notre culture faisait qu'on était très, très frileux du télétravail. Là, c'est à l'extrême. Tout est une question d'équilibre. Mais je crois beaucoup dans le télétravail qui a énormément de vertus,
dans l'organisation individuelle, l'équilibre pro-perso, et puis aussi de parfois être dans sa bulle en termes de concentration, de déficience individuelle. Ça, j'y crois beaucoup. Le problème aujourd'hui, voilà, c'est le management. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et de toute façon, tout sujet, c'est d'abord un sujet comportemental et extrêmement sociologique. Quels sont les usages, quels sont les comportements humains derrière? Moi, c'est ça que j'aime étudier et c'est ça que j'aime faire changer. Derrière le télétravail hybride, on se dit, hop, c'est bon, mais tout le monde, je caricature, mais des ordinateurs portables, hop, on a Teams, c'est merveilleux, on organise. La preuve, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens en souffrance. Et je veux dire, chez Mazars, c'était compliqué aussi. On n'est pas parfait parce que la culture managériale, déjà, est très marquée par notre culture française. Donc, au-delà de travailler sur nos cultures dans nos organisations respectives, il y a quand même une culture française qu'on doit venir bousculer. Qui est toujours dans la méfiance, la confiance a posteriori. On a une culture managériale qui est très délégation-contrôle. Les gens sont à mon service. Alors, je pense que c'est l'inverse. Je pense que le manager est au service des autres. On est toujours dans le care. Et donc, voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, un de nos gros enjeux, donc, dans l'organisation du travail hybride, c'est la culture managériale. C'est-à-dire qu'il faut remettre tout à plat et il n'y a pas un management. Moi, souvent, on me dit, mais c'est quoi le management à distance? Il n'y a pas de management à distance. Il y a un bon ou un mauvais management. Et je pense que les excellents managers, ils ont réussi de façon très bonne à manager à distance. Et puis, le travail à distance a mis en avant les lacunes managériales d'un bon nombre de managers et d'organisations parce qu'en fait, on ne sait pas manager à l'ère 2021. On manage encore comme dans un process industriel post-taylorisme. Voilà, c'est un process, je délègue, je contrôle, hop, je compile. C'est pas ça le management. C'est un rôle extrêmement humain avec des compétences humaines, etc. C'est créer du lien, c'est créer de l'engagement, c'est de la communication, etc. Et comme on a du mal à se dire, mais c'est quoi le management aujourd'hui en 2021? Alors, à distance, bon, là, on est dans les caricatures de ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que du coup, c'est vraiment notre enjeu d'aujourd'hui et de demain à court terme. OK. Merci beaucoup, Mathilde, pour ça. Je te propose, Mathilde, si ça te va, de prendre quelques questions qu'on a. Première question qui est une question de Guillaume. Je vais te la lire dans son intégralité. En matière d'innovation RH, et pour votre entreprise, si vous aviez un rêve ou une frustration de projet non abouti, encore, ce serait quoi? J'en ai tellement. Non, peut-être non abouti, parce que c'est très compliqué. C'est jeter la pierre. On a fait beaucoup d'innovations. Et aujourd'hui, on va dire, dans notre industrie, tout ce qui va être vraiment, donc nous, on vend des consultants à la journée ou à la mission, c'est tout ce qui est des outils de workforce planning, mais orientés autour des compétences. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un véritable enjeu de faire converger ce que les gens ont envie de développer, leurs vrais points forts et les besoins des clients. Dans les gros cabinets encore, on n'est pas très bien outillés. On a souvent des outils qui gèrent nos plannings. C'est vraiment voilà, nos suivis de production. Donc, c'est des outils à très fort enjeu, mais qui sont, je trouve, très disponibilité. Donc, est-ce qu'il est dispo, est-ce qu'il ne l'est pas? Au-delà de la richesse du parcours du développement. C'est-à-dire qu'un de mes rêves, ce serait demain qu'on puisse conduire des missions au regard du développement du collaborateur et de ce qu'il a envie de développer, donc être vraiment sur mesure et vraiment le développement de talent par la mission. Donc ça, aujourd'hui, je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour, mais c'est une de mes frustrations. Pourtant, je connais plein de solutions, mais voilà. Et puis, quelque chose sur lequel on doit pousser demain en termes d'innovation RH, c'est vraiment la flexibilité du contrat de travail. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente sur le mix entre des salariés, des freelances, des indépendants. Et je vois beaucoup, je sais que Laurent Merlin pourrait en parler des heures, de l'entreprise plateforme, mais moi, je crois beaucoup en l'entreprise qui partage une mission qui est un écosystème de parties prenantes, mais aussi de collaborateurs. Et c'est une vraie attente aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à pouvoir travailler pour des missions, être très engagés pour les organisations tout en les travaillant à leur compte. Et donc, pour moi, c'est un
un des gros sujets phares à attaquer, alors qui commence à émerger, on voit encore en France, qui est beaucoup plus développé à l'international, mais qui vraiment est en train de se développer fortement. Et je pense que voilà, vers plus d'agilité dans la façon d'organiser le travail d'un point de vue contrat de travail, et non pas, c'est pas une flexibilité pour l'employeur en se disant voilà, j'ai des marges de manœuvre. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui une attente aussi sociétale de se dire je peux moduler mon temps de travail, je peux choisir plus ou moins mes missions. Je peux faire aussi d'autres métiers à côté parce que ça, c'est vraiment l'émergence des slashers. Mais ça, c'est une vraie réalité aujourd'hui. Et je trouve que le droit du travail est un peu trop rigide encore aujourd'hui pour aider aussi ces jeunes professionnels à pouvoir naviguer. Donc voilà, ce serait le deuxième sujet. Donc, c'est pas tant des frustrations, mais des choses encore qui sont pas très matures chez nous et que je veux pousser. Alors, merci Mathilde. Je te propose une deuxième question que je vais un tout petit peu transformer. Qu'est-ce que la crise du Covid a changé sur la stratégie d'innovation RH et sur ce que vous aviez déjà lancé quelques années avant? Est-ce que ça a modifié les choses? Est-ce qu'au contraire, ça a suivi le cours de la même manière? Ou est-ce que du coup, il y a eu évidemment un certain nombre de modifications? Alors, aucune. Mais j'ai eu beaucoup de débats sur l'innovation RH post-crise, etc. En fait, c'est parce que justement, on avait mené plein de choses en termes d'innovation RH qu'on était très près, en fait. On ne savait pas qu'on allait voir la crise. Mais en fait, on avait énormément d'outils, mais qui ont révélé encore plus que jamais toute leur utilité en crise. Et donc, moi, ça a plutôt eu l'effet, ça m'a convaincu du chemin que je traçais, indépendamment de la crise, en me disant, c'est bien l'avenir. En fait, je pense que la crise met un point d'honneur du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Notamment aussi du monde digital, le numérique, ce qu'il importe dans les organisations. Et donc, en fait, moi, ça a mis plutôt en lumière que j'étais dans la bonne voie. Ça m'a énormément conforté je suis sur le bon chemin. Par contre, il ne faut surtout pas freiner. Post-crise, on peut se dire, bah voilà, et c'est normal, il y a des sujets d'investissement, d'arbitrage. Est-ce qu'on n'est pas tenté de se replier sur soi-même? Moi, au contraire, je me suis dit, c'est super, il faut aller encore plus. Il faut encore plus y aller, il faut être encore plus dynamique. Mais ça m'a confortée. Donc je dirais que ça m'a quand même aidée en tant que conduite du changement en interne. C'est-à-dire qu'en fait, cette crise a fini d'achever les derniers réfractaires. Donc, j'ai encore plus carte blanche à avancer. Oui, et du coup, a fait naître des prises de conscience, oui. Probablement chez certains, encore réfractaires à l'innovation. Exactement. On avait relativement carte blanche parce qu'on est dans une organisation qui sait que la stratégie RH, c'est ce qui fait que les gens vont nous rejoindre et rester et être engagés. Donc, ils ont bien compris, qu'ils soient d'accord ou pas, que nous, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de collaborateurs. Enfin, le jour où on n'a plus de collaborateurs, on n'a plus d'entreprise tout court. On n'a pas d'assets technologiques, on n'a pas, on ne produit pas un produit, etc. Mais bon, j'en avais quand même qui disaient, je les comprends. Là, je pense que tout le monde l'a vécu. Alors, encore une fois, tout n'était pas rose. Je pense qu'on est allé trop dans l'extrême. Mais a quand même vu, en fait, c'est vrai, on n'est plus obligé de se déplacer à des centaines de kilomètres pour faire une réunion parfois. Bah oui, en fait, oui. Oui, sur certaines choses, ça fait gagner du temps. Bah oui, c'est plus moderne. Bah oui. Donc voilà, ça m'a aidé, moi, dans la transformation culturelle interne. Eh bien, écoute, merci. Alors, j'ai une dernière question. On a encore 3 minutes, donc s'il y a encore une question, en tout cas, n'hésitez pas. Quelle best practice en termes de créativité pour la marque employeur et l'acquisition talent vous pouvez partager? Je sais pas si je dirais des best practices, ça marche pour nous parce que c'est notre cible. Quelle est celle qui te vient en tout cas de manière tout à fait naturelle en te posant la question? Alors comme ça, je dirais c'est parler le langage de sa cible. Donc en fait, nous, la best practice, c'est de dire, en fait, comme on adresse que des jeunes, c'est parler leur langage, c'est se mettre dans leur peau. Donc déjà, ceux qui administrent chez nous les réseaux sociaux ont leur âge. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de parler le même langage. Moi, je gérerais les réseaux sociaux, peut-être que je dirais des trucs qui me feraient marrer, mais ça ne leur parlerait pas. Ouais. Et donc, l'humour.
L'humour. En fait, l'humour, l'humour, c'est savoir rire de soi-même et non pas des autres. Ça, je pense que c'est un peu notre marque de fabrique et ça marche toujours parce que je pense que parler vrai, savoir rire de soi-même, c'est savoir avouer aussi ses propres faiblesses, sa petite part de vulnérabilité, mais voilà, dont il ne faut pas avoir honte et ça marche à chaque fois. Donc voilà, j'ai une best practice. Merci Mathilde. Eh ben, Mathilde, j'ai une autre question de Mathilde. Vous indiquez avoir mené une transformation de la RH. Qu'avez-vous mis en place pour transformer la RH? Eh bien, technologiquement, comme je disais, c'est avec plus de 23 startups aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, l'ensemble de notre, on va dire, proposition de valeur RH est proposée parfois par des startups avec qui on travaille. Pas forcément en marque blanche, on est très fiers de travailler avec eux. Et on dit, en fait, moi, je suis convaincue que l'idée, c'est pas d'avoir le plus de professionnels RH en CDI, c'est-à-dire à l'ancienne, hein. Plus j'ai une grosse équipe, plus… Non, je pense qu'aujourd'hui, on peut travailler en mode partenariat. Donc aujourd'hui, nous, la RH, on a des indépendants qui travaillent pour nous, des startups qui travaillent avec nous. Bien sûr, j'ai des collaborateurs. Et aujourd'hui, je vais chercher des compétences issues des autres métiers. Des compétences de marketing, des compétences de communication, des compétences de data, de finance. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on maîtrise la même cible. Et en fait, aujourd'hui, je pense que l'enjeu de la DRH, c'est de dire, nous, on a une expertise, c'est l'humain. Et après, on a des compétences. C'est du market, c'est de la com, c'est de la finance, c'est de la data, c'est de la techno, mais au service de l'humain. Et ça, je pense que ça change beaucoup. Par exemple, la marque employeur, nous, elle est pilotée directement par la DRH, c'est-à-dire qu'on a des gens spécialisés de la communication, mais au sein de la DRH pour comprendre et maîtriser le même langage et encore une fois, l'expertise qui est centrée autour de l'humain. Oui, tu veux dire que ce n'est pas la communication. Cette partie-là qui, souvent, les entreprises est plutôt à la si on parle de la communication, en fait, chez nous, il y a la communication. Nous aussi, on a la communication. Il y a les experts des business. C'est plutôt ça. J'ai les experts de nos clients et du business. Nous, on est les experts de nos collaborateurs et de nos prospects. Et après, on peut avoir chacun internalisé dans nos équipes respectives les mêmes compétences. C'est pour ça que, en fait, je trouve que ça appelle une nouvelle organisation des fonctions transverses de l'entreprise. J'ai une équipe marketing, mais je fais du marketing. Pourtant, je ne m'appelle pas directrice marketing. Et l'équipe marketing travaille pour nos clients. C'est plutôt du business. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas peut-être organiser à être en compétences, mais en cible et internaliser les compétences au sein de chaque practice qui maîtrise la cible. C'est comme si on était organisé secteur avant métier. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire pour avoir le meilleur ancrage, la meilleure légitimité, c'est d'abord avoir la connaissance de qui on adresse. Et après, les compétences, on les internalise. Ok. Et écoute, Mathilde, merci infiniment pour ces… Avec plaisir. Les questions sont terminées. J'en profite pour te remercier infiniment d'avoir passé ce moment, merci beaucoup. Ce moment avec nous et partagé tout ton savoir. Te remercier pour ton parler vrai. Parce que je trouve que tu as parlé vrai. Je le savais dans la préparation, mais on dirait que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ça c'est top. J'espère que les internautes, en tout cas, ont apprécié. Et je te souhaite bon vent dans tes nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt, Mathilde. Au revoir.